Un grand merci, Monsieur le Président. Merci à Lionel Barrand, à Hichem Hassani de cette invitation. Donc, pas de conflit d'intérêt à déclarer, si ce n'est celui avec mon grand frère, qui, vous allez vite le comprendre, est le véritable scientifique de la famille. Moi, je suis ici un peu à titre imposteur en biologie pour vous parler d'IA, mais d'IA plutôt vu sous l'angle des champs de déploiement et puis de ce qui est plutôt mon secteur, qui est celui du management et de la régulation éthique et juridique, en vous donnant une vue un peu du transverse du sujet en quelques minutes, parce que je sais que le temps court. Je ferai un petit zoom sur la biologie, mais je voulais vous donner une vue un peu plus large pour que vous ayez un peu la toile de fond. La toile de fond, vous la connaissez, c'est celle d'une irruption du numérique dans les différents crans du système de santé, comme moi j'ai vu depuis une quinzaine d'années, depuis un DEA technologie d'information et de la communication, et puis depuis des fonctions très opérationnelles dans le secteur, comme directeur de CHU, et puis il y a quelques années comme conseiller à Matignon. Vous avez le sentiment, et vous l'avez vu opérationnellement, que la biologie est une pointe avancée de ce mouvement. Je vais essayer de vous montrer qu'il faut sortir de l'effet de buzz actuel pour essayer de prendre du recul par rapport à des évolutions qui sont initiées depuis longtemps. Et c'est un mouvement de bascule du débat public auquel on a essayé de contribuer avec l'initiative Ethikia, qui rassemble des énergies à la fois académiques, professionnelles, citoyennes, pour essayer de donner une vision positive de l'IA dans le champ de la santé, qui a abouti à l'avis qu'a émis le Comité consultatif national d'éthique fin septembre. Dans le cadre de la préparation de la révision bioéthique, j'ai eu l'honneur de coordonner le groupe de travail de préparation de la révision bioéthique avec Claude Kirchner, le président du conseil d'éthique d'INRIA. Et s'il fallait résumer cet avis et le rapport Princeps que vous aurez en support dans le dossier du congrès, ce serait finalement en une phrase: le risque éthique ou le problème éthique principal de l'IA et du numérique en santé, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ou pour le dire autrement, il ne serait pas éthique de bloquer plus avant la diffusion de la révolution numérique dans le système, compte tenu des non-qualités et des sous-efficiences qui continuent d'exister du fait de cette insuffisance de recours au numérique. Si vous voulez, on pourra en discuter un petit peu plus tard, mais il faut bien le mesurer parce que c'est une bascule assez forte du point de vue sur ces questions. Je vous avais promis de l'autopromo, premier cas d'autopromo sur la révolution des cas d'usage. J'entre pas dans les détails, mais je préfère plutôt que faire de la théorie, vous donner des cas pratiques de cas d'usage concrets. En fait, il y a trois types de recours à l'IA. Le premier, qui est de loin la technique la plus opérationnelle, c'est l'apprentissage machine par reconnaissance d'image. Vous prenez un cliché, un scan ou un cliché d'IRM et vous entraînez un algorithme à repérer dessus s'il y a une pathologie ou pas de pathologie. Exemple dans le champ de la rétinopathie diabétique ou dans le diagnostic du glaucome, pour faire un zoom sur l'ophtalmo. Deuxième cran, le pilotage massif, le traitement massif de données de santé qui permettent d'aller sur un territoire donné pour une population déterminée, repérer des situations de santé publique et proposer des orientations. Ce qu'ont fait les londoniens de l'hôpital Moorfields, par exemple, pour détecter les facteurs de risque dans le domaine rétinien. Et puis troisième cran, et je pense que ce cran-là, on y reviendra, trouve particulièrement matière à s'appliquer en biologie. L'IA permet de repérer des facteurs de complexité sous-jacents à partir d'un signe clinique qui s'adresse aux praticiens à titre principal. L'IA va permettre de repérer des facteurs de polypathologie, des facteurs de complexité associés. Le sujet, vous l'avez compris, c'est un sujet d'incubation de l'innovation. Là, sur les rétinopathies diabétiques, la FDA américaine a labellisé en avril dernier l'algorithme IDX-DR, qui est donc du coup maintenant accessible sur le marché américain. Et donc vous comprenez le point de tension, qui est que si on ne développe pas l'IA et l'innovation en intelligence artificielle en France et en Europe, et ben en fait on se protégera peut-être de fantasmes, mais en pratique on accélérera la tendance des professionnels et des patients à avoir recours à des solutions de médecine algorithmique conçues hors du territoire du règlement général sur la protection des données et dans un cadre pas forcément éthique a priori, en tout cas qu'on ne peut pas garantir au vu des normes qui sont les nôtres. Donc il faut développer l'innovation et ne pas surréglementer. C'est une ligne de recommandation du comité d'éthique suivie par la mission d'info de l'Assemblée sur la révision bioéthique. Vous aurez tout ça dans le fond de dossier. Je passe sur la question du cancer, mais ça nous donne aussi une idée de cas qui se diffusent très vite, de la reconnaissance d'image sur le mélanome, et puis aussi des programmes d'IA qui, par calcul des données, permettent de mieux cibler le contourage des tumeurs en radiothérapie pour essayer d'orienter le faisceau et de mieux maîtriser l'irradiation.
Donc, je vous ai parlé du mélanome. En termes de technique de présence sur le sujet, vous avez une technique nord-américaine qui est surcommunicante. Vous avez vu, il y a quasiment une semaine, toute une innovation en IA qui arrive sur la place publique quasiment toutes les semaines. La technique chinoise est un petit peu différente. C'est la constitution de bases de données massives d'abord. Et on a eu l'occasion de voir celle de Shanghai l'an dernier. C'est une base qui tourne sur 30 millions de patients. Et donc, du coup, avec une capacité à fiabiliser très, très rapidement des algorithmes d'aide à la décision médicale, avec une force de frappe évidemment très loin devant celle que l'on peut atteindre en France et en Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Exemple du cancer, avec un engagement des pouvoirs publics, des bases de données plutôt importantes, et puis des startups bien positionnées. Vous connaissez sûrement Therapixel, qui a mis au point une des meilleures solutions au niveau mondial de diagnostic des mammographies. C'est toujours la même technique, de la reconnaissance d'images par apprentissage machine, et puis des percées avec de la recherche présente au niveau mondial dans les champs du développement en immunothérapie. Mais l'IA, donc ça c'est ce qui est aujourd'hui connu, repéré, est présente dans des domaines un petit peu plus de la santé, un peu moins attendus, comme par exemple le champ du vieillissement. Je crois beaucoup au développement de l'IA pour nous aider à surmonter la partition entre le champ sanitaire et le champ médico-social, avoir une approche beaucoup plus transversale en fonction des besoins de la population plutôt que par grands domaines en silo. Et vous avez des cas là aussi très déployés, des robots d'aide à la stimulation cognitive pour les personnes âgées en perte de repères, des travaux sur la modélisation du cerveau humain vieillissant ici à l'ICM, et puis des objets connectés qui aideront les personnes âgées en perte de repères à s'orienter dans le quotidien. Alors, la biologie, c'est pas forcément le domaine dont on parle le plus dans le champ de l'IA, mais vous verrez après avec les deux présentations successives que ce sont des domaines où déjà on a des réalisations pratiques très avancées. Et en fait, c'est un bon domaine que je prends assez régulièrement en exemple pour expliquer que la robotisation est déjà initiée depuis de nombreuses années et que vous êtes expert du pilotage par automatisation et par robotisation, et qu'en fait, ce que l'IA va amener, c'est finalement une nouvelle étape d'un processus d'automatisation engagé depuis une trentaine d'années. Il y a des champs de déploiement complémentaires tout à fait possibles dans le domaine de la biologie délocalisée, avec un pilotage de ces solutions de laboratoire déconcentrées sur des échelles territoriales plus larges. Le mouvement est cohérent avec l'émergence d'une responsabilité populationnelle en santé. De nouvelles étapes d'automatisation possible dans le champ de la validation, puisque, vous voyez, c'est toujours la même technique. Comme la technique la plus fiable, c'est la reconnaissance d'images, le diagnostic biologique aussi se fonde, dans certains cas, par de la reconnaissance d'images, reconnaissance de clichés de cellules. On avait eu cette discussion à Bruxelles la semaine dernière, mais il y a un process possible de développement de reconnaissance d'images, y compris en biologie. Et puis, l'IA en biologie sera un puissant vecteur d'aide à la bascule que nous connaissons en France vers des logiques de prise en charge au parcours, avec le basculement vers des outils financiers de prise en charge sur des parcours de prise en charge de patients dans le champ du diabète et de l'insuffisance rénale chronique. C'est acté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Et là, on voit que la donnée biologique, par sa qualité, aussi sa capacité à être territorialisée avec des logiques de biologie délocalisée, sera pour moi un des vecteurs de pointe pour permettre le passage en ce mode parcours. Et puis un cas évidemment d'application plus ciblée, la donnée génomique, où là évidemment la biologie a un rôle clé à jouer. Je vous ferai passer un référentiel que nous avons établi avec les équipes de l'IHU Imagine, pas très loin d'ici, sur les principes de bon usage de l'IA appliquée aux données génomiques. Donc on est déjà dans le réel, l'IA nous soigne déjà en général, elle le fait aussi en biologie en particulier. Si on arrive dans les 10 autres minutes de mon intervention, et j'essaierai de tenir le délai, je vous partage quelques idées sur les enjeux de régulation éthique. Vous l'avez compris, à la base de l'IA, il faut beaucoup de données, ce qu'on appelle le big data. C'est une notion avec laquelle je suis assez mal à l'aise. Elle paraît claire, opérationnellement. On collecte massivement des données pour alimenter tous ces algorithmes. On le fait le cas échéant via des objets connectés. Elle apparaît claire juridiquement. Vous avez vécu dans vos laboratoires les joies en 2018 de la transposition du règlement général sur la protection des données. Donc c'est ce cadre juridique-là qui s'applique. Et ça paraît clair en termes de santé publique. On fait ça pour mieux orienter le système, le rendre plus efficace, plus efficient. Mais la réalité, c'est celle d'une notion plus compliquée, pas neutre, avec des supporters, avec des opposants. Et comme toute notion qui a des supporters et des opposants, c'est une notion suspecte et à vrai dire, pour moi, pas très opérationnelle. Et la réalité, que vous mesurez bien, c'est que l'essentiel des données de santé doivent être mieux partagées
pour améliorer l'efficacité du système, la position qu'a relayée le comité d'éthique. Ce qu'il y a dans mon smartphone n'a pas du tout la même valeur que ce qu'il y a dans mon dossier médical, qui n'a pas du tout la même valeur que mon génome. Vous voyez, c'est une des limites du RGPD d'un point de vue opérationnel, et je pense que vous le mesurez bien en biologie. Essayer d'établir opérationnellement une gradation des données en fonction de leur sensibilité, en ouvrant beaucoup plus les données de santé courantes et en établissant des crans de protection de self-compliance complémentaires pour les données plus sensibles, comme le champ de la génomique. Comment ça marche l'IA, je n'ai pas trouvé de meilleure métaphore que ça. Alors, ce n'est pas un brocoli qui est en train d'exploser, rassurez-vous. C'est un blob. Alors là, je vais vous parler du blob devant une assemblée de biologistes, donc je vais être modeste. Je vous renvoie aux travaux d'Audrey Dussoutour, qui est une chercheuse à Toulouse, qui a analysé cet organisme, qui est la plus grande créature unicellulaire du monde connu. C'est un champignon qui peut atteindre plusieurs mètres. Et il a des propriétés étonnantes. Il a en fait le blob inventé l'IA avant nous. Il se développe, c'est son but dans la vie. Donc ça veut dire qu'il traite des données sur le terrain, pas concernant le terrain sur lequel il se développe. Donc c'est un algorithme d'aide à la décision pour orienter son développement. Et puis quand il rencontre un terrain salé, le blob déteste le sel, il s'en souvient et il est capable de l'éviter la prochaine fois. Vous voyez, il apprend de son traitement de données. C'est un algorithme qui apprend, c'est ce qu'on appelle en IA le machine learning. Et puis troisième caractéristique, quand l'algorithme blob rencontre un blob qui n'a pas appris, le blob qui a appris et le blob naïf, les deux entrent en contact comme un réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle en IA le deep learning, et le blob qui a appris est capable de transmettre son patrimoine d'apprentissage au blob naïf. Vous voyez, algorithme de traitement de données, machine learning, deep learning, transfer learning. La nature avait inventé les algorithmes avant nous. Et l'algorithmique génétique, qui a été décrite à la fin des années 80, reproduit ces concepts de génétique, les importe métaphoriquement jusqu'à aujourd'hui. C'est le point limite de recherche et développement. L'algorithme génétique s'applique à la donnée génomique elle-même. Et c'est ça la révolution que vous allez connaître dans votre discipline. Rapidement, quelques partages sur les enjeux de la régulation. C'est bien évidemment un domaine qui est sursaturé d'images de science-fiction. On a tous en tête Matrix ou Terminator, et vous avez vu que dans ces films, souvent les machines nous veulent du mal. Elles veulent en général toutes nous exterminer, sans qu'on nous explique réellement pourquoi. Et vous avez aussi compris que c'était beaucoup plus une projection de nos craintes face à la technologie qu'une analyse rationnelle des risques. Si on regarde les choses et qu'on essaie de qualifier ces enjeux éthiques, en fait, ils sont de trois ordres. Un enjeu qui n'est pas immédiat et qui est majeur pour vous, pour votre exercice, c'est la question de l'impact de l'IA sur les conditions de responsabilité des professionnels. Parce que les régimes juridiques se combinent très bien pour traiter aujourd'hui tous les cas de sinistralité constatés. Premier régime très classique en droit français, le régime de la responsabilité du fait des choses, qui veut que celui qui est responsable, c'est le gardien de la chose, c'est-à-dire le biologiste libéral ou son assureur quand on est en contexte libéral, l'établissement ou son assureur quand on est en contexte hospitalier, quand une faute, un dommage est causé sous l'effet de l'action d'un algorithme de décision, d'un automate. Sauf dans un cas, le cas de la dysfonction du matériel, et là, à ce moment-là, s'applique le régime de responsabilité du fait du producteur, qui est une directive communautaire de 1985 et une loi française de mai 1998. Vous voyez, les deux régimes se combinent pour traiter toute la sinistralité aujourd'hui constatée. Et ça renvoie à l'idée que finalement le droit traite ces questions depuis longtemps parce que ce ne sont pas des questions nouvelles. Pour vous faire sourire, si vous ne la connaissez pas, alors certains la connaissent déjà maintenant, je vous présente Elisa, qui est en fait le premier chatbot de l'histoire, qui a été inventé par un algorithmicien qui s'appelle Weizenbaum. Il est utilisé en psychiatrie en 1962. Vous voyez, donc là, c'était la préhistoire de l'IA, et Weizenbaum invente une expérience où il prend un groupe de 100 dépressifs et il leur dit vous allez parler avec Elisa, qui est une psychiatre qui est derrière un ordinateur. Donc, il divise le groupe en deux. Il y a le groupe A qui parle vraiment avec une vraie psychiatre et le groupe B qui parle avec le chatbot. Donc c'est le chatbot version 62. C'est comment allez-vous? C'est très intéressant ce que vous dites. Pourriez-vous aller plus loin? Je n'ai pas tout compris. Pourriez-vous préciser? Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et il demande est-ce que ça vous a fait du bien? Et les réponses sont équivalentes entre le groupe A et le groupe B. Ce qui nous incite collectivement à l'humilité. Donc toutes ces questions ont été traitées depuis très longtemps, sauf une qui est la question de l'IA apprenante. Et vous voyez le dommage pur associé au machine learning, l'algorithme qui se transforme, parce que la responsabilité du fait du producteur, même en cas de dysfonction de l'automate, connaît une limite qui est le risque de développement. Un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles
au moment de la mise sur le marché du produit. Et vous comprenez bien qu'avec l'algorithme apprenant, un automate de validation des résultats qui aurait un parcours d'apprentissage machine pendant plusieurs mois, il y a un stade de transformation de l'algorithme au-delà duquel la forme actuelle de l'algorithme ne correspond pas à ce que je pouvais anticiper au moment où je l'ai mis sur le marché. Ce cas-là n'est pas traité. Nous recommandons avec le comité d'éthique de surtout pas le traiter dans un cadre national, mais de porter la réflexion au niveau européen, sinon ça serait un repoussoir à l'innovation. J'en termine, je ne développerai pas la fin de la présentation sur la partie plus de recommandations par deux points, sur la régulation éthique et puis sur l'impact sur les métiers. Les risques éthiques immédiats, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est celui de la délégation du consentement, sujet que vous connaissez en biologie parce que vous, encore une fois, vous travaillez depuis très longtemps avec des automates. Mais le risque, c'est celui de la délégation de la décision du professionnel de santé. L'IA me propose une solution assise sur des centaines de milliers de cas avec 99,9% de recommandations. Le risque, c'est celui du presse-bouton de ne pas se poser de questions. Et là aussi, vous avez de l'expertise pour avoir des techniques de validation qui permettent de prendre du recul. Ça vaut aussi pour moi comme patient, délégation du consentement, et c'est sans doute un petit peu plus nouveau. L'IA me propose une solution et je peux l'appliquer complètement passivement, exactement comme moi le soir quand je regarde des séries Netflix recommandées à 99% de taux de recommandation. Donc vous avez compris le process, risque de délégation, de décision ou du consentement. Et puis de manière moins intuitive, le point de tension entre l'individu et le collectif. C'est-à-dire que l'IA, contrairement à la loi d'Asimov, vous voyez, le robot qui ne peut pas porter atteinte à un intervenant humain, Asimov conçoit cette loi uniquement en pensant à des individus identifiables. Sauf que l'IA que vous pilotez traite des données collectives et propose des décisions ou des orientations de décision sur la base d'une analyse de ce qui est mieux pour le plus grand nombre. Et vous voyez bien la limite du raisonnement, c'est que ce sera cette personne âgée en fin de vie à qui l'IA jugera plus optimal de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que les moyens correspondants seront réalloués à l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est ce que je décris, merci du coup de projecteur, dans ce petit cas qui est en fait une analyse de ce que ferait une IA confrontée à la gestion d'un risque épidémique. Donc là, c'est une épidémie d'Ebola dans Paris, exactement ici en fait, en 2025. Donc il faudra que le congrès soit terminé avant. Le livre essaye de faire mesurer ce point de tension entre l'intérêt d'un petit groupe et l'intérêt du plus grand nombre. Enfin, les impacts RH. Le matériau d'études était jusqu'ici très fragmentaire. Des études annonçant des destructions massives d'emplois, d'autres espérant des créations massives. On a publié, vous l'aurez aussi, une étude pour l'Institut Montaigne sur les impacts RH de l'IA, montrant qu'en fait, c'est un gros préjugé de penser que les impacts seraient d'abord sur les professions médicales. On montre à partir de matériaux d'analyse et puis aussi d'audition, d'analyse de cas réels, que l'IA ne fera pas disparaître à court terme les radiologues, que l'on présente comme une espèce en voie de disparition, ni ne fera pas disparaître les biologistes. Pourquoi ? Parce que vous avez un shift des professions médicales et soignantes vers des activités à plus haute valeur ajoutée, y compris dans le champ de la validation. Mais que l'impact, en sens inverse, concerne d'abord les fonctions support, et ça aussi vous le mesurez bien vu de la biologie, administration, gestion, finance, fonctions logistiques générales ou logistique médico-technique. Voilà, je ne serai pas plus long ici. Vous avez compris le message, c'est qu'on a un pays qui a fait la preuve de son génie national à de multiples reprises dans la réglementation, mais que là, le moment est venu sur l'IA de plutôt, que mes camarades de juristes, que je ne renie pas, se maîtrisent pour plutôt être dans une logique de soutien à l'innovation. Sinon, si on bloque l'innovation dans un contexte français et européen, elle nous reviendra par la fenêtre avec des garanties éthiques moins fortes. Voilà, merci de votre attention.